d'inviter Christine Balaguer, professeure à l'IMT et titulaire de la chaire Good in Tech, à nous rejoindre, ainsi que Cédric Poncelet, Chief New Business Officer chez ID Kids. Bonjour à tous les trois, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfaitement. Bon. Merci à tous d'être là. On va avoir quelques personnes qui vont nous rejoindre puisque si notre AG était réservé aux adhérents, on a décidé d'ouvrir cette séquence au-delà de nos adhérents à un public un peu plus élargi, puisqu'on sait que cette cartographie des tendances est attendue, que c'est un grand temps fort de l'activité de Cap Digital, et donc on va avoir du monde qui vont continuer à nous rejoindre dans les minutes qui vont venir. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de prendre cette heure à nos côtés pour présenter en avant-première, en fin de compte, cette cartographie des tendances 2020-2021. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer dès maintenant à quoi elle va ressembler. Peut-être en introduction, rappeler pour celles et ceux qui n'ont jamais eu entre les mains ou n'ont jamais touché du bout des doigts sur leur écran cette cartographie des tendances ou les précédentes éditions, rappeler ce qu'est la cartographie des tendances de Cap Digital. C'est un petit peu, pour ainsi dire, la publication statutaire de Cap Digital, ou pour être plus exact, le reflet des tendances qui sont observées sur le terrain par les 1000 plus adhérents de Cap Digital. Cette cartographie existe depuis 2015 maintenant, donc on arrive à sa 5e édition déjà, et je dois dire que on a accouché de cette cartographie cette année dans un contexte très particulier, parce que cette carto, comme on le dit entre nous, on l'a préparé, on l'a initié au crépuscule du monde d'avant. On a commencé à travailler dessus fin janvier, début février 2020. Elle a été très grandement produite pendant le confinement, quand on était tous chez nous ou à distance. Et je dois dire que ça a été un temps assez appréciable, celui du confinement, pour préparer cette cartographie ou pour la rédiger. Et voilà qu'on la publie maintenant au moment où on voit un petit peu le bout du tunnel en France, mais où la pandémie, elle, continue de progresser à l'échelle internationale. Donc c'est un moment évidemment très particulier, et c'est peu de choses de dire que cette cartographie, elle est un peu à notre image à tous, à savoir profondément marquée par la crise. Et puisqu'on parle du tempo pendant lequel on a produit cette carto, j'aimerais assister sur un point, c'est que ça a été un exercice en fin de compte assez difficile d'inviter tous nos membres à se projeter à moyen terme sur ce que seront à horizon 3, 5 ans les grands mouvements sur lesquels ils vont s'appuyer pour développer leurs innovations, alors même que l'urgence nous imposait de répondre aux besoins de nos membres start-up et PME, aux besoins d'urgence pour répondre à l'impact très violent qu'avait la crise sur leur activité économique, et que cet exercice, s'il a été particulièrement périlleux, il a été aussi salutaire. J'ai envie de dire que sur cette carte-là, plus que jamais, l'actualité nous a obligés à regarder quels sont les grands mouvements dans toute leur complexité, mais aussi dans toute leur globalité. Et c'est ce qui nous a conduit, je crois, cette année, à vraiment nous interroger sur l'impact qu'allait avoir cette crise pour le développement de l'innovation et des modèles d'innovation. Et c'est pour ça qu'on a voulu, dès l'introduction, consacrer un chapitre entier à cette introspection sur ce qu'il va rester de nos modèles d'innovation après la crise. Comment est-ce que la crise a cristallisé, accéléré, révélé des modèles, et comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de les pérenniser derrière. Et donc voilà, sans plus attendre, je vais te passer la parole à Françoise Colaitis, notre déléguée générale adjointe, pour qu'elle présente un peu plus en détail tout ce volet sur l'impact de la crise, ce volet introductif. À toi, Françoise. Oui.
Merci Antoine. Tu as vu que ton expression, le crépuscule d'avant, on porte l'adhésion. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai un truc qui s'affiche sur mon écran. L'événement est complet. Hop, Ah d'accord, bah, la moitié de je mon vais écran. upgrader. Pas de souci, je vais upgrader tout ça. Je ne sais pas si ça va. Voilà, donc, si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Effectivement, c'est normal que ça n'avance pas. Je t'entends bien, moi, pour le moment. Non, mais tu es pas. Ah, pardon, excuse-moi, oui. Je n'étais D'accord. pas. Non, c'était moi qui. Voilà. Alors, merci. Effectivement, c'est un exercice qui a été vraiment très, très particulier cette année, écrit en temps de confinement, puis de déconfinement. Numérique en temps de crise, numérique avec un S en temps de crise. Des constats très contrastés. Je crois que la pandémie a vraiment mis en évidence tous les paradoxes finalement attachés aux usages numériques, à la fois les bienfaits entre guillemets des numériques, donc la continuité finalement du travail, le télétravail, la télémédecine, l'enseignement à distance, la possibilité de se divertir à distance, etc. Donc tous ces bienfaits, mais en même temps les terribles inégalités d'accès qui se sont également révélées. Et pas uniquement, enfin, quand j'entends par accès, c'est pas uniquement au sens de la connectivité, mais aussi au sens de la littératie numérique, c'est-à-dire la capacité à vraiment s'emparer des outils et à les utiliser au mieux. Donc ça, c'était vrai dans la société, je dirais pour les individus. Ça a été vrai également pour les entreprises. N'oublions pas que la littératie numérique pour les entreprises et les PME, elle n'est pas forcément non plus ce qu'elle pourrait être. Vous savez sans doute qu'il y a à peu près 30% des PME qui n'ont pas de site web, quasiment les 2/3 qui ne savent pas exprimer leur visibilité sur le web. Donc, de grosses disparités, de grosses inégalités et un bilan très contrasté. Du coup, Antoine, si tu veux avancer la slide suivante, ça nous amène évidemment à réfléchir sur la nature quel numérique nous voulons en fait. De quoi parle-t-on Et il y a, vous le savez, un débat très intense qui n'est pas nouveau, mais qui s'est encore intensifié sur le numérique que nous voulons, le numérique que nous défendons. Et sur cette image, un peu, je vous ai mis peut-être ce qu'on pourrait considérer comme les deux extrêmes. À gauche, une illustration humoristique en illustration d'un article du philosophe Alexandre Monin qui parodie un peu les affiches de la BPI, donc qui représente peut-être le comble du technocritique. Hein, c'est quelqu'un qui considère que la technologie peut être utilisée comme un outil de contrôle social et qu'il faut d'une certaine façon stopper la machine. Son livre s'intitule Demain la dernière start-up, désinvestir, désincuber, etc. Donc c'est un peu le prototype du technocritique. De l'autre côté, une autre conception développée notamment par Tariq Krim autour du concept de slow web. Et dans toute cette panoplie d'opinions et de concepts, ça passe aussi par tous les alters numériques, ceux qui veulent privilégier les bons usages, ceux qui, comme par exemple Stigler, veulent réinventer le web pour une meilleure intelligence collective. Bref, il y a un intense débat sur ce qu'est le numérique, sur ce qu'il apporte, d'autant plus qu'on a pensé que le numérique pouvait être un élément pour sortir, évidemment pas le seul, mais de sortie de crise, d'où de se questionner vraiment sur le numérique tel qu'on l'attend, tel qu'on le voit. Donc attisé par l'urgence de la crise. Et donc dans ce sentiment d'urgence, souvent le premier réflexe, c'est de se demander, de se tourner finalement vers l'histoire et d'interroger l'histoire, de regarder comment ça s'est passé, comment on a résolu des crises dans le passé. Cette perspective historique-là, du coup, je vous ai mis deux images qui illustraient un papier de l'historien des épidémies, Patrice Bourdelet,
et qui concerne la grande peste de Marseille en 1720. Et donc, qui montre finalement des éléments de résolution de crise à ce moment-là. Et donc, notamment le document de droite, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, qui s'appelle le passeport de santé, qui était le document que les habitants des villes autour de Marseille qui n'étaient pas encore infestées pouvaient montrer pour avoir le droit de circuler. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas sans nous rappeler l'autorisation dérogatoire de déplacement qu'on a tous eu dans la poche il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est un peu comparable. Donc, sans m'étendre là-dessus sur cette perspective historique, mais ce qu'on en retient, c'est que les historiens contemporains comme Bourdelais considèrent que pour comprendre réellement ce qui se passe quand on vit des grands chocs comme les grandes épidémies, il faut avoir une approche vraiment systémique. Et il faut savoir articuler plusieurs dimensions de la crise. Donc, évidemment, la dimension épidémiologique, il faut connaître le virus, comment il se déplace, comment il est composé, mais aussi la dimension économique, la dimension sociale, la nutrition, et évidemment la dimension politique, les ripostes qui sont mises en place par les États, par les collectivités, les restrictions de liberté telles qu'elles sont appliquées, la quarantaine, les mesures sanitaires, etc. Donc, c'est l'ensemble de ces dimensions qui permet d'apprécier un choc comme celui-ci. Donc, une réponse systématique, il faut penser système. Donc, penser système, évidemment, si le défi qui se pose à nous, c'est comment penser global et comment penser système, alors c'est bien la notion de système Terre qui nous permet de bien comprendre cette interdépendance entre les facteurs humains et les facteurs naturels. L'activité humaine, on le sait maintenant, a un impact qui dépasse les capacités de la biosphère à se régénérer. L'activité humaine change la dynamique du système Terre. Et donc, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'ère anthropocène. Et donc, défini un peu comme justement cet impact de l'activité humaine sur la nature. Et à l'ère anthropocène, ce qui nous est proposé, donc, c'est de penser comme une seule entité globale, de penser la géosphère et la biosphère comme une seule et unique entité. Donc, c'est évidemment un renversement de pensée, un bouleversement, une perspective extrêmement nouvelle, extrêmement disruptive. Beaucoup de scientifiques parlent de seconde révolution copernicienne en parlant de ça. Et donc, c'est une nouvelle perspective qui re-questionne notre rapport au monde et notre rapport aux individus, comme le fait Michel Serres quand il parle de contrat naturel en se mettant dans les pas de la tradition rousseauiste du contrat social. Donc, une fois qu'on a dit ça, où atterrir concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire et si tu veux bien avancer, Antoine, que fait-on et où atterrir? Je reprends l'expression que vous connaissez de Bruno Latour. Comme vous le savez, ce philosophe a développé une méthode de travail, finalement, une méthode de réflexion individuelle pour que chacun se demande finalement à quoi je tiens, qu'est-ce qui est important pour moi, quel commun je souhaite partager, voilà, qu'est-ce qui compte réellement pour moi. Donc, évidemment, c'est une vision de philosophe et c'est une méthode de philosophe, mais pour nous, ça a également un sens de réfléchir de cette façon-là, donc en reprenant un peu l'essence de ce type de réflexion, c'est-à-dire se questionner de façon bottom-up, je dirais, en partant des acteurs, en partant du terrain et en se demandant ce qui est important pour nous. Et donc, si tu veux bien avancer, c'est un questionnement qui se décline sur plusieurs plans. Comment changer de système productif, par exemple, comment décarboner, comment réduire nos dépendances dans les secteurs stratégiques notamment, comment développer les communs, faut-il réinventer le numérique, comment faire pour garantir résilience ou la souveraineté de nos outils numériques, faut-il renouveler la médiation scientifique, etc. Donc toutes ces questions, vous allez les retrouver dans la cartographie des tendances.
Elles nous ont servi aussi de grille d'analyse, de fil conducteur, et je pense qu'on va les réévoquer aussi avec nos intervenants dans les minutes qui vont suivre. Voilà, Merci beaucoup. Cette partie. Merci beaucoup François. C'est pas facile de résumer un chapitre introductif et surtout une thématique aussi dense comme ça en quelques minutes, en 5 minutes et en 3 slides. Tu l'as fait avec brio. Merci beaucoup. Ce que je voudrais préciser, c'est que un peu à l'image de ce que tu viens de réaliser, l'idée n'est pas forcément de rentrer dans le détail de chacun des chapitres de la cartographie des tendances, mais plus d'explorer ensemble et avec nos intervenants quelques-unes des grandes thématiques qui sont ressorties en fil rouge et qu'on retrouve en fin de compte dans chacune des communautés de Cap Digital, donc la santé, les industries culturelles et créatives, la ville durable, le retail, les technologies, data, IA, blockchain, et l'éducation et la formation, qui constituent en fin de compte chacun un des chapitres sectoriels de la cartographie des tendances. Ce qu'on a essayé de faire pour cette visio de présentation de reveal de la carto, c'est plus de s'attarder sur ce qu'on va retrouver en fil rouge, quels sont les grands enseignements qui traversent tous ces marchés-là. Et on est très heureux de pouvoir le faire avec nos intervenants, que je vais inviter maintenant à se présenter par eux-mêmes. Christine, je vais commencer par vous, Christine Balaguet. Vous êtes professeure à l'IMT et... Donc, je suis professeure à l'Institut Mintelecom Business School et j'ai créé une chaire que je dirige qui s'appelle Good in Tech, qui est plus qu'en phase, on va dire, avec la cartographie qu'a brillamment présentée Françoise et dont je vais développer un certain nombre d'axes tout à l'heure autour de la nécessité de développer aujourd'hui l'innovation responsable et de repenser profondément l'innovation. Voilà. Et puis, par ailleurs, j'ai eu aussi des missions au niveau national. J'ai été vice-présidente du Conseil national du numérique pendant 3 ans et je suis aujourd'hui dans le groupe d'experts du CSA sur la désinformation en ligne, sur les fake news. On a auditionné pendant le Covid la plupart des grandes plateformes numériques et on est en train de finaliser un rapport. Voilà, et aussi au comité d'éthique de la défense. Merci beaucoup, Christine. Cédric Poncelet, est-ce que vous nous entendez puisque je ne vois plus votre webcam? Très bien. Moi, je vous laisse vous présenter également, Cédric. On voit, hein. Ça doit être actif. Bonjour à tous. Donc, Cédric Poncelet, moi, je suis en charge de la relation avec l'ensemble des écosystèmes pour le groupe ID Kids. ID Kids, tout le monde ne connaît pas, mais ça rassemble les marques OKID, Obedi, Oxidil et Jacadi, mais pas seulement, parce que depuis 5 ans, on se diversifie à la fois sur le contenu et sur le service, sur le contenu avec un label musical, avec une revue autour de la parentalité, et sur le service avec un réseau de crèches, qui est le plus gros réseau de crèches de Haute-France, des services d'animation pour les enfants, un TripAdvisor autour de la puriculture qui s'appelle ConsoBaby, un service de mobilité autour des enfants parce qu'on sait que c'est un gros irritant pour les parents, et tout ce qui est seconde vie des produits sur lesquels on avance énormément depuis 4-5 ans. Et en gros, quand on parle ID Kids, c'est pour ça que c'est pas forcément connu, mais il faut le voir un peu comme le majeur de la famille qui est là pour répondre à l'ensemble des problématiques des parents et toujours sur la baseline qui est une entreprise qui a été fondée il y a 24 ans sur la baseline qui est agir pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. On a la chance d'être dans une 60aine de pays, 6500 collaborateurs et à peu près 1300 points de vente. Merci. Merci Cédric. Pour tout vous dire, on vous entend pas très bien avec une qualité de son un peu moyenne. Ce que je vous propose, c'est de désactiver la webcam pour le moment, ce qui risque de libérer un petit peu de bande passante. Merci beaucoup. Cédric, je précise que ID Kids a rejoint Cap Digital dans le cadre de la fusion avec Picom et que vous êtes situé dans les Hauts-de-France. Françoise, je te laisse peut-être introduire le bal avec cette première question pour nos intervenants. Tout à fait. Donc, on a préparé quelques petites questions en fait, qui vont nous permettre d'aborder 3-4 concepts qu'on a beaucoup retrouvés dans les différents chapitres de la carto. Donc, voilà, c'est du fil rouge et ce n'est pas exhaustif. Voilà. Et donc, j'aimerais bien commencer par le premier concept autour
cette notion d'hybridation. Comme vous le verrez en lisant la carte, on parle beaucoup d'hybrider. Donc hybrider quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En France, c'est un peu une valise. Donc hybridation, bien sûr, de compétences, de profils, la capacité à intégrer toutes les parties prenantes dans un grand projet, par exemple. Hybridation dans cette capacité aussi à réunir différentes disciplines scientifiques dans un projet. Et puis aussi peut-être quelque chose qui nous est propre à Cap Digital, c'est cette capacité à hybrider les secteurs d'activité. Donc, par exemple, voir comment des industries créatives, des technologies développées pour l'animation, par exemple, la 3D, interviennent dans l'éducation ou dans le retail, etc. Donc, ce croisement aussi de compétences et de technologies. Donc, l'hybridation. Christine, peut-être, est-ce que tu veux nous dire comment toi tu la définis, quelle signification ça a pour toi et quelle modalité de mise en œuvre de l'activité? Alors moi, je fais beaucoup l'éloge de l'hybridation et je vous recommande aussi la lecture d'un ouvrage que j'ai lu pendant la période de confinement et que j'ai beaucoup apprécié, qui est l'éloge des centaures, donc qui sont des modèles par essence hybrides, d'une philosophe qui s'appelle Gabrielle Alpel, et qui explique que dans notre monde, les modèles qui fonctionnent, ce sont majoritairement des systèmes hybrides. Alors Françoise a fait tout à l'heure vraiment une magnifique présentation et introduction à cette cartographie qui est très riche de Cap Digital. Et en fait, pour comprendre le modèle d'hybridation, on peut se replacer aussi dans le cadre de la période qu'on vient de vivre, qui a accentué, de mon point de vue, 4 constats majeurs. Le premier constat, concernant l'innovation technologique, puisque bien sûr c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'on est quand même probablement aujourd'hui à la fin de ce que l'on appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire que cette vision de la technologie, de l'innovation qui solutionne vraiment tous les problèmes du monde, on en a vu les limites, y compris pendant la crise du Covid, c'est-à-dire que les modèles qu'on vénérait des données massives de Google flou, etc., on a vu que évidemment, ça ne marchait pas pendant le Covid. L'intelligence artificielle a donné des résultats quand même, mais on n'est plus dans cette idée de on va développer les technologies parce qu'elles vont systématiquement répondre à un problème et on va trouver des solutions. La deuxième élément, c'est qu'effectivement, évidemment, Françoise l'a redit, mais on a une priorité aujourd'hui qui est la préservation de la planète et donc cette question de l'impact environnemental doit être intégrée à cette vision technologique. Et puis ce que nous a montré, de mon point de vue, très clairement la période du Covid, c'est qu'on doit innover, mais dans un monde qui est un monde d'incertitude. Je crois que pendant le Covid, je n'ai jamais entendu autant le mot « on n'en sait rien » sur l'origine du Covid, le fonctionnement, la diffusion, etc. Et donc, on est un paradoxe aujourd'hui où on essaie de tout prédire par la technologie et en même temps, on ne sait pas grand-chose de plein de phénomènes. Et donc, comment peut-on innover dans un monde incertain, imprévisible et évidemment très complexe? Et enfin, un quatrième constat, c'est le constat que je développerai tout à l'heure, c'est cette idée que la révolution digitale, transformation digitale, tout ça n'est pas nouveau. Ça fait maintenant 30 ans qu'on est dans cette transformation. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on s'est rendu compte depuis 4-5 ans que les technologies, encore une fois, ne sont pas juste des solutions qui répondent à une problématique d'entreprise ou d'organisation, mais impactent très fortement, potentiellement fortement, les individus, les entreprises et surtout la société. Et donc, on doit tenir compte des impacts sociétaux de ces technologies. Alors, face à ces 4 constats, comment on peut innover? Comment on peut innover de manière efficace et comment on peut innover en étant aussi cohérent avec les valeurs européennes qu'on veut défendre. Et donc, c'est là que cette notion d'hybridation prend tout son sens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire hybridation? Ça veut dire tout d'abord des hybridations de compétences. C'est par exemple, nous, dans la chaire Good in Tech, qui est un tout petit exemple, mais j'ai monté cette chaire il y a un peu plus d'1 an en me disant on doit adresser ces questions d'impact des technologies. Eh bien, réunissons des institutions académiques qui n'ont rien à voir, en particulier l'Institut Mines-Télécom et Sciences Po. Donc, on a monté un partenariat avec Sciences Po. Et puis, on a des équipes qui sont totalement pluridisciplinaires. Donc, il me semble, pour
Donc, pluridisciplinaire, ça veut dire des computer scientists, ça veut dire des experts en droit, ça veut dire des politiciens, des historiens, etc., etc. Et donc, il faut des compétences hybrides. Donc, Cap Digital, évidemment, est un très bel exemple aussi d'hybridation, hein, mélangeant des startups, des grands groupes, de la recherche, des territoires. Et on voit bien que pour adresser la complexité des questions aujourd'hui d'innovation, on a besoin de s'entraider collectivement, de co-construire des solutions et évidemment de penser collectif avec des compétences différentes. Et je rajoute une toute petite aussi touche, non pas féministe du tout, mais en disant qu'il faut aussi des hommes et des femmes, et ça me semble important aussi, cette hybridation-là. Deuxième élément d'hybridation, à part les compétences, il me semble que suite à cette période du Covid, la plupart des organisations repensent aussi les modes d'organisation hybrides. C'est-à-dire que ce Covid nous a amené à des usages massifs de digital, hein, par des gens qui, d'ailleurs, pour certains, ne connaissaient pas bien les réunions à distance, Zoom, Microsoft Teams, etc. Et donc, on doit repenser nos modes d'organisation. Quelle part on va donner au digital, mais quelle part aussi, et ça c'est très intéressant dans cette crise. Ah, j'ai l'impression que nous avons perdu Christine. On a perdu Christine, ouais. Voilà, ce sont les petits désagréments des outils de visio. Je vais me permettre de rebondir. On lui redonnera certainement la parole quand elle nous rejoindra. Rebondir peut-être avec vous, Cédric, sur cette notion d'hybridation. Est-ce que ça vous parle? Et surtout, comment est-ce que, si ça vous parle, vous la retrouvez sur le terrain? Ah, Christine nous rejoint. Oui. Christine, on a été coupé. Oui, je ne sais pas pourquoi. Alors, je termine assez rapidement. Donc, c'est cette idée de repenser les organisations, c'est-à-dire quelle part au digital, quelle part à l'humain, parce qu'on a vu aussi la limite du tout digital. En particulier, nous, on donne des cours régulièrement à beaucoup d'étudiants et on repense aussi ce mix digital présentiel. Et puis aussi le rôle probablement de l'humain dans des systèmes homme-machine, c'est-à-dire qu'on voit bien vers des systèmes de plus en plus digitalisés, vers des technologies en particulier d'intelligence artificielle, mais comment on peut avoir aussi des systèmes hybrides, c'est-à-dire je pense qu'une partie des décisions doivent systématiquement, en particulier dans le domaine de la santé, eh bien être prises pas uniquement par la machine, mais par l'humain. Donc là aussi, on doit avoir une réflexion sur le développement de ces innovations, l'application de ces innovations en mode hybride. Très bien, merci beaucoup Christine, c'était limpide, très clair, et c'est vrai que ça me donne tout de suite envie de me tourner vers vous, Cédric. On avait commencé à le faire quand vous vous êtes absenté quelques secondes, Christine, mais Cédric, l'hybridation, ça vous parle concrètement dans la conduite d'un changement ou la conduite de l'innovation dans un groupe comme ID Kids, ça se traduit comment? Est-ce que ça existe et ça se traduit comment dans ce cas-là? Alors oui, ça existe. Par contre, au début, ça m'a un peu surpris parce que pour nous, on parle d'hybridation, on parle d'hybridation du commerce. C'est-à-dire comment le digital, globalement ce qu'on appelle chez nous le phygital, et qui a pris toute son importance pendant le Covid, et comment toutes ces technologies que clairement on a un mal fou à mettre en place parce que on vient d'entreprises du mortar, du physique, et comment on a réussi petit à petit à mettre justement à accompagner nos équipes autour de la digitalisation des process, à mettre tout à l'heure dans notre partie, mais aujourd'hui, pour moi, l'hybridation, c'était justement comment ces deux mondes, du physique et digital, comment ils viennent se rassembler. Mais c'est un peu ce qui a été dit par Christine juste avant moi. Pour parler d'hybridation, plus dans d'hybridation de compétences, le premier point sur lequel je voudrais assister, c'est que nous, on a rejoint Cap Digital cette année via le PICOM. Et puis, des années, on fait de l'hybridation avec des plus petites structures telles que des startups autour de la R&D. Chaque année, on a parlé tout à l'heure des projets NSE, mais on accompagne une ou deux entreprises type start-up à justement démontrer un certain nombre de choses en les mettant sur nos terrains de jeu, qu'ils soient digital ou physique. C'était aussi, si je reviens sur cette période du Covid, ça a été très très fort autour. Alors pour moi, c'est un système d'hybridation. J'ai jamais autant échangé avec mes pairs, qu'ils soient concurrents ou pas. Était
comme c'était dit juste avant par Christine, on n'avait pas de visibilité, on ne savait pas ce qui allait nous attendre, on était dans un monde d'incertitude. Et la plus belle réaction qu'on a pu avoir, c'est partager un peu toutes nos compétences, partager un peu tout ce qui était mis en place pour savoir, en fonction des tests qui allaient être faits, Drive Piéton, c'est facile à mettre en place, sauf qu'il y a des systèmes de paiement, on a du juridique qui est autour, on a des choses sur lesquelles un certain nombre de contraintes à respecter. Et donc, c'était une sorte de façon de travailler ensemble. J'avais aussi envie de parler de la chaire, on en a parlé rapidement dans la première partie, mais la chaire universitaire, c'est aussi mettre un certain nombre de compétences, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient d'entreprise, au service de quelles sont les tendances et qu'est-ce qui va permettre à nos entreprises de se projeter et de se projeter avec le plus de certitude possible, même si c'est très compliqué. Et enfin, je trouve qu'on est vraiment dans un monde du co. Je vais relater juste quelque chose qui s'est passé pendant le Covid, mais les équipes le patron de Google Retail m'a appelé pendant le Covid en me disant Cédric, comment on peut vous aider, comment on peut vous aider à accélérer. Et par les compétences qu'il a pu mettre en place et les compétences que nous, on arrivait encore à mobiliser pendant cette période, on a réussi, par exemple, à mettre du live streaming en place. Alors, ça restait de l'expérimentation et c'était pas forcément finalisé, mais là, on est en train de regarder, tirer les conséquences de tout ce qui a marché pour pouvoir continuer à le déployer. Parfait, merci beaucoup. Désolé. Merci. Merci Cédric, c'était très clair. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions à poser à nos intervenants, vous pouvez le faire dans l'onglet questions qui est juste à droite de l'écran. N'hésitez pas, on prendra un temps pour y répondre à la fin de la séance. Deuxième peut-être grand thème qu'on a retrouvé beaucoup en fil rouge dans la préparation de cette cartographie des tendances. Un mot d'ailleurs pour vous expliquer peut-être comment est-ce qu'on fait la carto, parce que j'en ai pas parlé. Mais cette carto, elle se fait avec plusieurs centaines de mains, dans le sens où on organise pendant les 2 mois avant le début de la rédaction ce qu'on appelle des stratcamps. Donc on réunit 20 à 30 adhérents sur chaque communauté de Cap Digital, nos 6 grandes communautés sectorielles, pour faire des réunions de brainstorm collectif qui durent à peu près 2 heures. On complète avec pas mal d'interviews au téléphone évidemment ou en visio avec des adhérents qui n'ont pas pu assister mais qui ont manifesté un intérêt, qui ont des choses à partager avec nous. Et on a lancé aussi, c'était une nouveauté cette année, ce qu'on a appelé des consultations avec un petit module de consultation en ligne qui s'appelle Copernic, qui est très bien fait. Je vous invite à regarder si vous êtes intéressé par la question de la consultation en ligne ou de l'intelligence collective, qui nous a permis de valider avec nos adhérents des espèces de prétendances qu'on avait déjà identifiées tout au long de l'année, ou au contraire de sortir du champ des prétendances qui nous paraissaient intéressantes mais qui n'ont pas du tout été validées par des adhérents de Cap Digital. Et donc voilà, ça se fait avec évidemment des participations différentes en fonction du temps que chacun a alloué au projet et de l'envie, mais on a plus d'une centaine de contributeurs sur cette carto, et je tiens ici à les en remercier. Mais tout ça pour vous dire que lors de cette phase préparatoire, on nous a énormément parlé d'innovation durable, d'innovation responsable, d'innovation à impact. C'est pas des termes nouveaux. Chez Cap Digital, on est positionné depuis 2018 avec l'intégration du pôle de la ville durable Advancity au sein de Cap Digital. On est très bien positionné sur cette question de la convergence entre les transitions numériques et les transitions écologiques. Mais c'est encore remonté de façon très marquée cette année par vraiment toutes les typologies d'adhérents de Cap Digital, qu'on soit du côté des investisseurs, des startups, des grands comptes ou des académiques, des territoires évidemment. Mais voilà, et on a beaucoup interrogé cette notion-là parce qu'on s'est rendu compte que il y avait parfois une divergence de vue entre ce qui relevait de l'innovation durable, plutôt d'un point de vue environnemental, ou d'innovation responsable qui intègre les champs sociaux. Et donc, on a essayé à notre modeste échelle de cadrer un peu plus quelle était la vision collective de Cap Digital sur cette question de l'innovation durable. On y retrouve beaucoup ce qu'on vient de dire avant, les enjeux d'hybridation, mais aussi on s'est tourné vers des personnes qui travaillent, et notamment des chercheurs qui travaillent beaucoup sur cette question-là. Et je crois que c'est votre cas, Christine, au sein de la chaire Good in Tech. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision, vous, de ce qui est ou de ce que doit être l'innovation numérique responsable ?
Alors, c'est très intéressant parce que je crois que Françoise en a fait la démonstration tout à l'heure. C'est-à-dire que généralement, dans les cartographies ou dans les analyses de marché que l'on fait sur les technologies, on regarde des tendances de marché, on regarde des chiffres d'affaires, etc., etc. Et là, on voit bien que dans ce qu'a présenté Françoise tout à l'heure, on a de manière beaucoup plus approfondie à repenser complètement l'innovation parce qu'on arrive à des problèmes posés par cette innovation. Donc ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un phénomène qui a été mesuré plutôt par des chercheurs d'ailleurs en sciences humaines et sociales depuis, je dirais, 2015-2016. Il y a eu beaucoup de rapports aux États-Unis, en Europe, des publications autour des conséquences des technologies, avec cette double vision qu'on a aujourd'hui, une vision vraiment dichotomique, d'une part des innovations, et je ne vais pas développer puisque je parle à des convaincus ici, mais des innovations qui ont des impacts extrêmement positifs, mais aussi des impacts potentiellement négatifs sur la société. Et donc, j'en cite quelques-uns, mais ils sont nombreux. On s'est aperçu, évidemment, que les grandes plateformes, qui sont des modèles bifaces, avaient un certain nombre de conséquences, en particulier celles que je travaille avec le CSA aujourd'hui, les fake news. Dans le rapport et les réflexions menées aujourd'hui suite à la période du Covid, pendant la période du Covid, la diffusion massive des fake news sur les grandes plateformes a été un problème qui a touché et concerné tous les grands gouvernements dans le monde entier. Il y a aujourd'hui ce sujet bien connu de l'impact des algorithmes qui peuvent être discriminants. Par exemple, il y a eu un excellent article récent dans Science par Obermeyer montrant que les algorithmes les plus utilisés dans le domaine du healthcare aux États-Unis discriminaient les populations noires par rapport aux populations blanches, et c'est vraiment lié à la variable utilisée dans l'algorithme. Donc, ce n'est pas des conditions d'accès à la santé aux États-Unis. Dans le recrutement, on sait que, et ça a été prouvé, dans pas mal d'algorithmes de recrutement, les femmes sont discriminées par rapport aux hommes. Et là, on arrive, par exemple en France, à des impacts qui sont tout simplement de l'illégalité. Donc là, ce sont des choses qu'il faut absolument gérer, jusqu'à des impacts sociétaux beaucoup plus larges. Un excellent ouvrage de Virginia Eubanks, qui est une sociologue américaine, qui explique que si on automatise systématiquement tous les processus, eh bien, on accroît les inégalités entre les individus. Donc, beaucoup de sociologues qui ont écrit sur ces sujets. Donc, cette idée que les technologies ont un impact beaucoup plus important que juste la réponse aux problèmes qu'ils génèrent est maintenant très, très bien documentée. Et donc, il faut développer cette innovation responsable. Donc, qu'est-ce que c'est que cette innovation responsable? Eh bien, nous, on l'a appelée Good in Tech. Donc, Good in Tech, c'est un clin d'œil à Tech for Good. Alors, Tech for Good, on sait ce que c'est. Ce sont des technologies qui résolvent des grands problèmes de cette société. Nous, on dit qu'il faut aller encore plus loin. Il faut penser la technologie elle-même. Et c'est cette technologie qui doit être pensée de manière beaucoup plus responsable. Alors, pour nous, il y a dans la chaire, donc cette chaire, je me permets juste de la représenter un tout petit peu plus. On a 6 gros partenaires industriels. On a G2R, on a AFNOR, qui est très intéressé par la question des normes. On a CGI, Faber Novel, Danone, et on a un fonds d'investissement qui s'appelle Sycomore, qui est intéressé justement par cette question d'innovation responsable, parce qu'eux, ils investissent dans de la technologie. Ce sont des financiers, mais ils se demandent si cette technologie va avoir un effet boomerang ou pas, si elle n'est pas responsable. Donc, c'est vraiment très, très important pour eux de mesurer ces critères-là. Donc, dans la chaire, on a plusieurs pistes. La première, qui est assez propre à cette chaire, c'est de dire, évidemment, cet impact des technologies, on sait bien qu'il est systémique. Il est systémique mondialement. Et donc, il faut aussi des réponses les plus systémiques possibles. Et donc, une partie de la réponse peut être dans ce que l'on appelle aujourd'hui la RSE, qui est Corporate Social Responsibility, qui existe dans beaucoup de grands groupes avec des critères de mesure bien précis. Et paradoxalement, si on regarde les critères de RSE, ces critères qui comportent évidemment tout un tas de mesures sur l'impact environnemental aujourd'hui, sur les critères de développement durable, sur aussi le bien-être au travail, l'équité homme-femme, etc. Tout ça est
relativement bien mesurés, mais paradoxalement, il y a très très peu de critères qui portent sur l'innovation numérique, la transformation des métiers, l'impact des technologies non seulement sur le marché lui-même, mais sur les utilisateurs et sur la société. Et donc, première modalité d'innovation responsable au niveau numérique, c'est cette idée de comment on la mesure. Donc, comment on peut évaluer des critères d'innovation numérique responsable qui deviendraient des critères de RSE. Donc, le Canada travaille aussi sur ces questions et on a dans la chaire un partenariat avec l'Observatoire de l'impact de l'intelligence artificielle sur la société qui est porté par l'Université de Laval. Et donc, on avance aussi avec des collaborations avec eux sur cette question-là et nos partenaires industriels sont très intéressés par ce point-là. Évidemment, dans ces critères RSE d'innovation numérique responsable, il y a la durabilité, il y a l'impact environnemental du numérique dont on s'est posé la question de manière là aussi paradoxale récemment, alors qu'il y avait tout un tas de mesures sur plein d'autres critères sur le développement durable. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette innovation numérique responsable, on doit essayer de mesurer, là par exemple, on travaille sur un concept qui est quelle est la contribution sociétale d'une technologie, quelle est la contribution sociétale nette d'un algorithme. Chose qui n'est pas facile à mesurer, mais c'est intéressant d'y travailler. Et on va toujours relier ce critère à un critère de création de valeur. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut avoir un compromis entre cette innovation numérique responsable, mais aussi avec cette idée de création de valeur, que ce soit pour l'entreprise, évidemment, pour les salariés, etc. La deuxième approche d'innovation numérique responsable, c'est par la technologie elle-même. Donc là, beaucoup d'entre vous connaissent ce courant très international, porté aussi par l'Europe, porté par une partie du rapport Villani, hein, il y avait tout un chapitre sur la responsabilité de l'intelligence artificielle, cette idée de comment on peut adapter aujourd'hui des technologies en limitant leurs effets négatifs, en particulier les technologies d'intelligence artificielle. Donc, c'est ce courant qui, quand même, avance bien en termes de publication. Comment rendre un algorithme plus juste, hein, donc la question de la fairness des algorithmes, donc l'équité, c'est-à-dire ne pas discriminer des individus par rapport à d'autres. Comment rendre des algorithmes plus redevables, plus explicables. Là, je travaille avec un doctorant sur des scénarios, par exemple, d'interprétabilité pour des utilisateurs d'algorithmes. On a fait 8 scénarios. Comment aussi on peut documenter les prises de décision ou réfléchir aux prises de décision des algorithmes qui comportent un certain nombre d'opinions qui ne sont pas forcément intentionnelles, mais qui reflètent des visions de data scientists, voire de l'entreprise, voire plus globalement de la société dans laquelle on vit. Donc ça concerne ce deuxième mode d'innovation numérique responsable, c'est de travailler les technologies elles-mêmes, de sensibiliser aussi les data scientists, les ingénieurs à ces enjeux, et ça nous semble absolument majeur, la question de la formation, la question de la connaissance de tous ces sujets. On a aussi dans la chaire un axe qui s'appelle Repenser les futurs, où on organise des grandes conférences. Il y en a 3 qui vont être organisées entre septembre et décembre à la Gaîté Lyrique, qu'on co-organise avec Daniel Kaplan, que tout le monde connaît, et qui sont des grands débats aussi avec le grand public sur ces enjeux-là, où on présente les doubles visions des technologies et on débat de ces sujets. Et puis enfin, il y a un troisième mode d'innovation numérique responsable sur lequel il faut réfléchir, c'est la question de la gouvernance. Donc la gouvernance, est-ce que ce sont, il y a plein de niveaux différents, est-ce que ce sont des chartes qu'il faut faire dans les entreprises? Il y a beaucoup de publications qui montrent la limite de ces chartes. Une charte, c'est souvent le PPCM entre des services juridiques, des services techniques, etc. Et donc ce qui reste dans la charte, parfois est très intéressant, mais souvent est quand même limité. Mais c'est déjà un premier pas. Est-ce que il faut de la régulation? On voit bien comment l'Europe quand même a avancé avec le High Level Group, le High Level Expert Group sur l'intelligence artificielle, hein, avec cette idée il y a 7 critères qui sont nécessaires à faire de l'intelligence artificielle qu'ils nomment trustworthy, de confiance. Est-ce que demain il y aura une régulation autour de ça, ou est-ce qu'il faut là aussi penser des technologies qui soient plus responsables? On connaît le débat par exemple sur la blockchain.
au dernier CES, il y avait par exemple quelques technologies. Alors, ce n'est pas le lieu idéal pour parler Good in Tech, mais il y avait quand même quelques technologies, notamment des systèmes d'exploitation pour mobiles, qui sont nouveaux et qui ne captent pas des données, etc., comme le font les deux systèmes dominants actuels. Voilà, donc il y a ces trois visions de l'innovation numérique responsable. Et enfin, le dernier élément qui nous semble intéressant, c'est que on sait qu'il y a quand même une maturité du marché par rapport à la connaissance que les individus ont sur les technologies, même si on a bien vu avec le Covid, il y a énormément d'hétérogénéité dans les usages et des gens qui sont, je dirais, discriminés quelque part, comme l'a dit Françoise tout à l'heure, en raison de leur faible littératie numérique. Mais en tout cas, il y a quand même une plus grande maturité, une plus grande connaissance. Il y a aussi des jeunes générations qui arrivent avec une connaissance assez forte des outils qu'ils utilisent tous les jours, voire parfois beaucoup plus que les personnes qui ont des âges plus avancés. Et donc, ces questions d'innovation responsable, ça nous semble très important en termes de positionnement des entreprises vis-à-vis d'une acceptation de ces technologies sur le marché. Moi, ma position, qui n'est qu'une position personnelle, c'est de dire que ce qu'on a vu sur l'écologie, et les jeunes sont très présents à défendre l'environnement aujourd'hui, eh bien, on va le voir aussi sur les technologies dans quelques années, c'est-à-dire une vraie défense d'un monde qui est un monde probablement avec de l'innovation, bien entendu, et de l'innovation technologique, mais systématiquement responsable. Sinon, on aura un effet boomerang et donc une faible acceptation de ces technologies sur le marché et donc un impact négatif aussi sur les entreprises. Donc, cette nécessité aussi pour les entreprises, c'est une vision, cette nécessité d'innovation responsable, ça peut être aussi une vision business. Alors, je sais que ce point est extrêmement débattable, mais voilà, on peut peut-être… Non, mais la transition est toute trouvée. Merci Christine. Justement, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la convergence entre la performance économique et la performance responsable, en tout cas l'impact sociétal et environnemental de l'innovation. Et je pense que là-dessus, on a beaucoup à apprendre d'autres secteurs. Et bon, sans surprise, je me retourne vers vous, Cédric. Dans le secteur du retail se pose pas mal de questions depuis longtemps déjà maintenant sur cette question de l'innovation responsable, pas numérique en tant que telle, mais de l'impact environnemental et social de ces produits, de ces modes de fonctionnement, de ces chaînes de valeur, etc. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer aussi pour toutes ces startups et acteurs du numérique de la façon dont vous vous êtes emparés de ces questions dans un grand groupe comme ID Kids? Et est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur justement cette tension qu'on observe aujourd'hui et sur laquelle humblement nous n'avons pas encore de vraies réponses ou de vraies postures à donner, qui est celle de la convergence entre la performance économique et l'impact social et environnemental de l'innovation? Vaste sujet. Déjà pour répondre, moi j'ai une chance folle, c'est que ID Kids a 24 ans et les deux fondateurs ont dès le départ eu la volonté de créer une entreprise qui soit bénéfique et militante. Bénéfique et militante, ça veut dire quoi? C'était oui, il faut faire du business, mais comment aussi on arrive à avoir un retentissement et comment on fait partager la valeur aussi par rapport à nos produits de production. Nous, on travaille sur la fragilité de l'enfance, donc comment on va derrière mettre un certain nombre d'actions qui vont toucher le monde de l'enfance. Parmi les grandes bases qui fondent notre entreprise aujourd'hui, on a parlé de RSE tout à l'heure, nous on parle de la RSM, qui est la responsabilité humaine, entrepreneuriale, sociale, sociétale, environnementale des marques pour enfants. Et cette RSM, ce qui est assez fort, c'est que on fait signer à nos clients des chartes par rapport aux messages militants qu'on prône, qu'on essaie de prôner aux quatre coins de la planète. Et c'est un engagement très fort. Et moi, pour avoir été, avant de rentrer dans l'entreprise, j'étais consultant dans une autre boîte qui s'appelait Cap également, mais Capgemini. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à gagner des parts de marché chez ID Kids et je ne me rendais pas compte
malgré tout le respect que j'ai pour un Capgemini, du sac à dos que je portais avec des valeurs qui n'étaient pas forcément en phase avec les valeurs attendues de l'autre côté. Dans tous les cas, je ne les mettais pas en avant. Non, sur la RSE et je trouve que ce qu'a dit Christine est très fort sur aujourd'hui, oui, c'est des choses qu'on met en place, oui, c'est des choses qu'on essaie d'insuffler. Donc, je vous dis aussi bien à nos clients que nos partenaires, que nos collaborateurs, que les enfants, les grands, etc. Mais c'est quelque chose qu'on ne mesure pas encore assez. Et je pense que calculer l'évolution de la RSE, qu'elle soit numérique, digitale, comme l'a signalé avant Christine, ou sur toutes les actions qu'on met en place, on le fait, mais pas encore assez fortement. Sur la partie, quand on a préparé cet entretien, on a parlé de plusieurs choses, notamment de la partie, on a beaucoup parlé pendant cette partie Covid de la relocalisation, de dire oui, il faudrait qu'on produise, faire du 100% Made in France. Je suis d'accord sur ces tendances où il faut continuer à essayer d'aller. Le seul problème aujourd'hui, c'est que pour parler de la marque Okaidi, même si on c'est pas qu'on s'en défend, mais on reste sur du mass market. Mass market, on s'adresse à une population de gens qui veut trouver des prix, des produits à bon prix. Là, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est à bon prix, mais avec de la qualité. On fait en sourçant de façon, en essayant, on a des équipes sourcing dans nos pays de production qui travaillent H24 pour essayer de trouver les nouvelles fibres qui ont une plus longue durée, pour tout ce qui est, on sait que toute la partie coloration des vêtements, etc., sont des choses qui polluent. Donc, on travaille, que ce soit sur nos pays de production ou, par exemple, à Roubaix, là, on fait des tests avec Decathlon sur des nouvelles matières accompagnées par le CETI. Et à côté de ça, faut savoir qu'on a mis en place un fonds d'action qui verse à peu près 3 millions d'euros chaque année autour de nos associations. Donc, ce qu'il faut signaler, c'est que 300 000 euros sont apportés par nos clients, par diverses opérations. Et ça nous permet de faire un certain nombre je vais en citer deux, trois. On a mis en place quelque chose qui s'appelle Love My. Et l'histoire est assez drôle. On vient de Roubaix, on est fiers du Nord, de nos racines nordistes. Et Love My, c'était permettre à des personnes en réinsertion, essentiellement des femmes, de tricoter des habits. Et de mémoire, au tout début, donc tricoter des pulls, des écharpes. Au début, on les avait mis dans les magasins Okaidi. Et en fait, elles ont parfaitement trouvé leur place dans les magasins Jacobi, qui étaient un peu plus CSP+, un peu plus luxe. Mais les produits étaient tellement bien faits qu'il y avait un marché là-bas. Et puis dernièrement, donc dans nos produits de production, on a notamment le Madagascar, où on a fait une opération avec Jacadi où une trentaine de personnes ont produit plus de 60 000 sacs en Liberty, 6 000 sacs en Liberty. Et quand on voit, donc c'est des gens qu'on a accompagnés avec du personnel qui est là-bas pour les former et qui ont fait tous les bénéfices, c'était justement pour aider ces familles quand on souhaitait les aider dans la vie. Et c'est une dernière petite chose que je voudrais dire, parce que c'est un des engagements qui me tient à cœur, c'est au Bangladesh, où on a une grosse partie de notre production, on accompagne via la création d'écoles. On a eu 1500 enfants scolarisés auprès de les enfants des ouvriers qui viennent produire dans nos centres de production. On essaie de les accompagner. Donc, tout ça pour dire que pour moi, aujourd'hui, on a We Act for Kids qui symbolise, qui est vraiment la baseline de l'entreprise. Nous, c'est notre façon à nous de faire la RSE. Et voilà, comment on interagit aujourd'hui par rapport à tout ça. Merci, merci. Je pense que les deux points de vue étaient super passionnants et très complémentaires sur l'innovation responsable. Qu'est-ce que c'est que l'innovation responsable? On a parlé d'hybridation, d'innovation responsable. Je vois que l'heure tourne. Peut-être j'aimerais, Cédric, vous re-questionner sur quelque chose aussi qui est apparu sans arrêt dans nos réflexions. C'était cette notion qu'on avait accélérée, cette notion d'accélération, effet crise.
le constat que ce qui n'était que expérimentation, donc le télétravail, l'enseignement à distance, etc., la télémédecine, est brutalement devenu en quelques jours la norme quasiment. Donc c'est un effet booster sur la numérisation de la société. Et derrière cette notion d'accélération apparaissait aussi chez nos interlocuteurs le questionnement, mais finalement, est-ce qu'il y aura un effet de cliquet? Est-ce qu'il va en rester quelque chose? Que va-t-il en rester? Comment faire perdurer les effets bénéfiques et travailler sur ceux qui l'ont été moins? Donc, peut-être, Cédric, sur cette accélération et sur comment ne pas revenir dans le monde d'avant et rester dans le monde d'après, si vous voulez nous dire ce que vous en pensez. C'est tout l'enjeu qu'on a dans cette période. J'aime pas trop le monde d'après parce que je pense qu'on n'y est pas encore. On est encore dans le monde d'avec. On est encore dans le monde d'avec avec un virus qui nous tourne autour et qui peut monter des clusters très rapidement et puis stopper une activité. Je vois si on l'a dans les entrepôts aujourd'hui, ce serait une catastrophe pour nous. Pour faire un petit bilan, nous on a été obligés de fermer l'ensemble de nos magasins. Il y en a même certains qu'on a fermés avant, notamment en Italie, parce qu'on voyait arriver cette pandémie et puis on avait quand même on a la chance d'être en Asie, donc on a pu tirer quelques conséquences de ce qui se passait là-bas. Ce qui était extraordinaire, ça a été l'élan de solidarité avec très peu de moyens, parce qu'on a dû mettre, n'ayant plus du tout d'argent qui rentrait dans les caisses, on a été obligé de mettre un grand nombre de personnes en chômage partiel. Et donc, avec des équipes très réduites, on a réussi à déployer des roadmaps digitales qui étaient pensées peut-être sur 18 mois, qu'on a réussi à mettre en place sur très peu de temps. Comment je l'explique? C'est un circuit de décision hyper rapide. De toute façon, on était directement en lien avec et il fallait qu'on sorte quelque chose coûte que coûte, même si c'était pas parfait, même si c'était fait de façon un peu archaïque, mais on a réussi à le faire. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, j'en reparlais tout rapidement tout à l'heure, les drive piétons, ça nous a permis d'ouvrir une vingtaine de magasins, de faire à peu près 6000 de 6000 personnes et il a fallu mettre sur le site des prises de rendez-vous. Il a fallu le système de paiement qui était peut-être la problématique la plus compliquée parce qu'on n'a pas le droit de prendre des numéros de carte bleue, donc trouver rapidement un acteur qui nous permet de le faire. Et donc, c'est des choses où je suis assez fier parce que les équipes l'ont sorti et il y a eu de la perf derrière. Pour répondre plus précisément à ta question, Françoise, c'est comment on ne va pas retomber dans les travers. Je pense qu'il faut qu'on évite de se disperser. On est encore trop dispersé. Nous, retailers, on est beaucoup pris par tout ce qui se passe au jour le jour qu'on appelle le run. Globalement, il faut essayer que les équipes soient focalisées sur tel ou tel sujet. Je pense que le télétravail va nous permettre aussi d'être plus concentrés sur un certain nombre de tâches. On parlait tout à l'heure d'hybridation, mais c'est aussi il y a sur le tri et sur la gestion, tout ce qui est visio, etc. Mais je pense qu'on va avoir des moments qui vont permettre de nous focuser un peu plus. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. On est nouvelle. Et pour parler de notre secteur en particulier, nous, on s'adresse à des parents. Les parents sont de plus en plus jeunes. Les parents qui arrivent sont digital natives et on se réflexe du web qui vient tout de suite. C'est mobile first et on doit s'adapter. Et donc aujourd'hui, voir comment toute cette partie qu'on a un gros sujet sur on est monté à des taux comme jamais vu au niveau du digital et en pourcentage de chiffre d'affaires. Bon, c'était 100%, mais au sortir du Covid, les retailers étaient entre 25 et 35% de chiffre d'affaires sur les premières semaines parce que les gens voulaient pas aller on voulait pas en magasin. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est des impératifs. Donc, je pense que ça part par des décisions pour focaliser les équipes vraiment sur des sujets et ça revient aussi autour de tout ça, tout ce sujet autour de la gouvernance qui doit être bien clair, bien comprise par tout le monde et nous permettre d'avancer rapidement.
Et globalement, je pense être en mission, c'était ce que je reprenais mes notes juste derrière, mais je pense qu'on doit tous être en mission, et en mission pour le retail, c'est clairement sauver le retail. Quand on voit tout ce qui se passe au jour le jour, et c'est pas réfléchir, y aller. Et puis là, on est en mode sauvegarde, même si pour parler pour nos business, on a quand même de la chance dans le monde de l'enfance, c'est que tous nos enfants ont grandi pendant cette période de confinement, et qu'il faut bien les rhabiller. Alors après, est-ce qu'il faut les rhabiller en première main ou en seconde main? On a de la chance, on est présent sur les deux marchés. Après, il y a des mastodontes qui sont là aussi à côté, mais et c'est le maximum de parts de marché. Et si l'ensemble de nos 6500 collaborateurs sont dans le même mindset, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur une entreprise qui est sur des bases très solides, un ADN qui reste bénéfique et militant au service de la fragilité de l'enfant, je pense qu'on peut soulever des montagnes derrière. Ok, merci beaucoup Cédric pour tout cet éclairage et surtout ce partage sans filtre de ce que vous avez vécu au cours des derniers mois. Je pense que c'est très précieux et que beaucoup autour de l'écran s'y retrouvent pleinement. Alors chacun à son niveau, à son échelle, mais s'y retrouve assez singulièrement. Je rebondis juste sur ce que vient de dire Éric Leguet avec son franc-parler légendaire. J'ai envie de dire qu'en fin de compte, ouais, voilà, que le Covid a accéléré la numérisation de notre société avec 20 ans de retard. Oui, c'est vrai, c'est aussi ce qu'on observe, ce temps d'accélération et de cristallisation, et tout l'enjeu et le questionnement qui a été le nôtre aussi est bien de voir comment est-ce qu'on va réussir à pérenniser tout ça. Et ça peut peut-être faire la transition, François, je ne sais pas ce que tu en penses, il est déjà 18h30, je me rends compte, avec peut-être partager avec vous quelques-unes des thématiques qu'on a retrouvées, alors cette fois peut-être plus chapitre par chapitre. Là on a parlé d'immigration, on a parlé d'innovation responsable, beaucoup. On peut mentionner l'inclusion dont on a beaucoup parlé comme un des enjeux majeurs des modèles d'innovation à venir, d'une forme de fin du solutionnisme technologique. Tu l'évoquais, Christine, c'est également beaucoup revenu dans les discussions. Autre point important dont on va pas mal parler dans plusieurs chapitres, c'est la question de la souveraineté numérique et notamment de la souveraineté numérique européenne. On a la chance d'avoir, et on en est très content, une interview exclusive d'Anne-Sophie Taillandier sur la présentation du projet Gaia X, qui, vous le savez, vient d'être lancé début juin, ou en tout cas annoncé début juin. Comment est-ce qu'on va réussir ou non à développer au niveau européen un cloud souverain à disposition des innovateurs de toute l'Europe, un des grands sujets. Françoise, dans le domaine de la ville durable, vous verrez aussi dans le secteur ville durable des discussions super intéressantes sur l'impact de la crise et l'impact de la pandémie sur l'empreinte que ça va avoir sur l'urbanisme de nos villes. Hein. Vous avez sans doute vu passer tous ces articles et ces travaux sur ce qu'on a déjà vécu avec Haussmann et l'hygiénisme et comment ça a modelé les villes dans lesquelles on vit aujourd'hui. Est-ce que la nécessité de distanciation aura le même impact sur l'urbanisme? Je pense que là, il y a aussi des choses très passionnantes à parler. Un des grands sujets aussi qui nous a été remonté plus dans le domaine de la santé cette fois-ci, c'est la question des transferts de technologie. Pendant la crise sanitaire, on a observé que beaucoup de chercheurs sont sortis de leur labo, entre guillemets, notamment des chercheurs en data science, en intelligence artificielle, etc. Le retail, on en a parlé évidemment avec Cédric, on a essayé aussi de réfléchir sur cette question qui nous tient à cœur, qui est celle de la livraison du dernier kilomètre, et comment avec voilà, des données, de la mutualisation de données, de l'optimisation, on peut essayer de réduire l'empreinte environnementale et les nuisances aussi produites par la multiplication des camionnettes et le coût que ça représente aussi, la livraison du dernier kilomètre. Enfin, c'est vraiment un sujet qui nous semble important. Bien, Antoine a disparu. Pourtant, je pense qu'il y a d'autres sujets dont il voulait parler. Un sujet qui lui tient à cœur dans le domaine de la santé, qui est celui du jumeau numérique. Voilà, des logiciels qui vous permettent de simuler la simulation en santé. Dans le secteur de la culture, donc je me perçois que ce soir on en a assez peu parlé,
Est-ce que toute cette interrogation pour savoir si les nouvelles audiences qui ont été acquises et captées, notamment par le fait de la virtualisation de tout ce qui est événementiel, enfin, du culturel, les visites de musées, la découverte du patrimoine, etc., de façon virtuelle, a permis d'attirer aussi de nouvelles audiences beaucoup plus jeunes que vont pouvoir mettre en place tous les acteurs du patrimoine et de la culture pour pérenniser ces audiences. Ça va être aussi intéressant à débattre. Voilà, ça c'était un petit échantillonnage des questions dont on n'a pas parlé et que vous retrouverez dans la cartographie. Antoine, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on ouvre une session de questions-réponses? Y a-t-il des questions? Je regarde sur les questions. Ou dans le chat. Ouais, je vois qu'il y a un commentaire. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Désolé, en fait, Antoine a un petit souci de connexion. Il était effectivement prévu une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps pour répondre à l'ensemble de vos questions. Pour l'instant, il y en a notamment une sur voilà, la diffusion prochaine de la cartographie. Donc, voilà, je suis de retour. Tout à fait. Des problématiques de prédilection, comme le jumeau numérique, par exemple. Oui, le jumeau numérique, Digital Twins, comme on dit dans le domaine de la ville durable ou de la santé, qui s'affirme aussi comme une techno dure des 10 prochaines années. Jumeau numérique, pardon, c'est vraiment cette capacité à reproduire en numérique tout le fonctionnement, par exemple, d'un membre du corps humain, dans un souci de faire de la simulation, d'accélérer, notamment pour l'industrie pharmaceutique, assez conséquemment les phases de tests et de mise en marché pour des médicaments ou du nouveau dispositif médical. Beaucoup d'attentes et d'espérances sur ces marchés-là. On voit qu'on arrive à un moment, à un espèce de point de convergence entre suffisamment de données récoltées et des progrès en intelligence artificielle qui permettent de modéliser de façon assez personnalisée quel va être le comportement d'un organe sur un corps donné ou le comportement d'un bâtiment dans un milieu donné dans le cadre de la ville durable. Donc beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et d'espérance pour les 10 prochaines années du côté de nos adhérents sur ces sujets-là. Voilà, on était en train de se demander s'il y avait des questions. Alors, on a effectivement une question de Claire sur quels conseils pouvez-vous nous donner pour impliquer nos dirigeants au sein des entreprises culturelles dans la RSE? Entre guillemets, pas la priorité actuelle. Qui veut répondre? Christine, peut-être? Ou Françoise, tu as quand même beaucoup travaillé avec la communauté ICC ces derniers temps quand même. C'est vrai que je suis assez d'accord avec la personne qui pose la question, qui a assez peu de prise de conscience de ces sujets-là dans les industries. Enfin, bon, on ne va pas généraliser, évidemment. Mais après, je pense que ça rejoint ce que Christine, tu disais tout à l'heure sur la question de la mesure de l'impact. On voit quand même de plus en plus sortir des indicateurs aujourd'hui de l'empreinte carbone du tournage d'un film dans le domaine de la production ou de l'empreinte carbone du spectacle vivant. Je pense que l'enjeu, il est peut-être là de commencer à mettre en place les bons indicateurs pour voir et remonter avec toutes les observations nécessaires auprès des C-level. Voilà. Ça, c'est c'est comme les chartes, quoi. C'est un petit peu le premier échelon, mais en même temps, ça permet d'attirer assez facilement la lumière des médias sur ces sujets-là. Oui, je voulais juste ajouter qu'en fait, il y a cette idée de mesure c'est-à-dire que ce sujet d'innovation numérique responsable, il y a énormément de choses qui ont été produites sur l'innovation responsable. Donc, il faut écrire maintenant et construire l'innovation numérique responsable. Mais
Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout ce qui est mesure, c'est-à-dire tous ces sujets d'éthique, de responsabilité, etc. Ça fait maintenant plusieurs années que systématiquement, dans toute conférence, il y a quelqu'un qui vient parler de ces sujets. Et moi, ce qui me manque pour l'instant, il me semble-t-il, c'est vraiment une avancée de vraiment qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment on le mesure. Donc, ce qu'on essaie de faire dans la chaire, mais c'est pas simple, hein, encore une fois, c'est est-ce qu'on peut avoir des métriques pour une technologie donnée de ses impacts. Et enfin, pour répondre à la personne, alors effectivement, je n'ai pas de réponse directe à la question sur la culture. En revanche, il y a peut-être un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est que quand on parle d'innovation numérique responsable, c'est aussi une question d'éthique et de responsabilité des hommes et des femmes qui développent ces technologies. Et cette partie que l'on doit développer aussi par de la formation, de la sensibilisation, eh bien, c'est aussi important. Cédric a parlé quelque part tout à l'heure de son engagement. Ça lui tenait à cœur que d'avoir des démarches, par exemple au Bangladesh. Je pense que si aussi on développe cette sensibilité auprès des acteurs du numérique, eh bien, on pourra aussi avoir un impact plus important. Et je dois dire que peut-être qu'on peut se poser la question, pour tous les start-upers, par exemple, ont cette, enfin, c'est très difficile quand on a une start-up que de passer du temps, vraiment de consacrer aussi de l'énergie, voire de certains budgets à ces actions-là. Voilà. Et il me semble que Cap Digital, c'est pour ça que j'étais ravie de pouvoir signer la tribune qu'on a écrite, c'est Cap Digital peut être un bon cluster de débat, d'échange, aussi d'acculturation à je dirais, cet enjeu de l'innovation numérique responsable, parce que c'est une question aussi d'hommes et de femmes. Ok, merci. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Alors, on avait une question de Didier sur quelle piste pour limiter l'impact du streaming vidéo. Qui va y répondre? On a travaillé dans le StratCamp et les interviews qu'on a fait dans le domaine des ICC sur effectivement l'impact de la vidéo sur le trafic Internet, la croissance exponentielle de ce trafic-là, et notamment les chiffres sur le trafic Netflix que j'ai plus là complètement en tête là maintenant, mais qui sont extrêmement forts. Et donc, quelle est la durabilité, la soutenabilité de ça, et plus globalement la soutenabilité de cette croissance de trafic, de terminaux, de serveurs, etc. Et on s'est beaucoup appuyé là-dessus il y a les travaux, je pense que ceux peut-être qui font un peu référence en la matière, c'est les travaux du think tank qui s'appelle The Shift Project, vous connaissez sans doute, qui a un groupe de travail spécifique là-dessus, sur la soutenabilité du numérique. Donc, oui, c'est une question. Après, des pistes pour la sobriété numérique dans le domaine des médias, elles sont multiples. Je pense qu'il y a, par exemple, prendre conscience de l'addiction créée par certaines plateformes avec des notifications incessantes. Ça fait partie aussi de la recherche de sobriété. Le design des sites en fait partie. Et puis après, surtout, le plus gros poste, je pense, c'est aussi l'obsolescence des terminaux, le renouvellement des terminaux, qui en fait partie. Donc, je réponds un petit peu par différentes à la question, mais c'est une question compliquée, qui n'est pas liée uniquement au streaming. Et Benoît Maujean de Micros, qui a... parle effectivement d'hybridation, de nouveaux algorithmes de compression. Réseau.
Ok, je vous propose d'en arrêter là pour les questions-réponses, puisqu'on a déjà débordé de 15 minutes sur la présentation. Je voudrais juste, avant de remercier tout le monde, finaliser la présentation sur un point extrêmement important, qui est l'illustration. Chaque année, on fait appel pour nos cartographies des tendances à un illustrateur différent. Et cette année, on a travaillé avec Nazario Graziano, un illustrateur freelance italien, qui commence à avoir une belle renommée pour avoir collaboré avec des grands titres de presse internationaux comme Le Monde, le New York Magazine, le Washington Post, Wired, etc. On a travaillé avec lui cette année et on l'a choisi puisqu'il a un style très propre à lui et surtout il s'appuie sur la technique du collage, comme on appelle. Donc en fait, il va chercher différents éléments qu'il agrège pour recréer une illustration. Et cette technique-là, du collage, ce style, nous reflétait, on trouve assez bien, tous les enjeux d'hybridation qu'on avait déjà anticipés comme l'un des axes forts de cette cartographie des tendances, hybridation des compétences, hybridation des secteurs, hybridation des acteurs de l'innovation. Et donc, on a été très heureux de travailler avec lui, confiné en Italie, en plein confinement. Oui. Ça a été vraiment un travail remarquable qu'il a pu accomplir. Et voilà, très brièvement, quelques-unes des illustrations qu'il a travaillées pour nous et pour les différents chapitres de la cartographie. Un mot, évidemment, pour remercier Véronique Aubertin-Baudin, notre graphiste, qui a pris en charge toute la créa et l'exé de cette carto. Pour tout vous dire, elle est même en train de continuer à travailler dessus, sur les dernières retouches et intégrations des derniers textes. Elle a géré ça d'une main de maître et je crois qu'on tenait tous à la remercier pour son travail. Et voilà, elle est vraiment dans la dernière ligne droite puisque on vise une publication de la version en ligne PDF pour la semaine prochaine. La version print, elle, arrivera un petit peu plus tard parce qu'on ne sera pas forcément en capacité de la diffuser convenablement avant. Donc, on va viser une sortie début septembre, le temps aussi de laisser à notre imprimeur le temps de remettre ses machines en route et d'imprimer tout ça. Et donc, elle est distribuée, elle aussi, gratuitement dans nos locaux et lors de nos événements qu'on espère pouvoir réorganiser en partie, tout du moins en présentiel, à partir de la rentrée ou en tout cas dans le courant du second semestre, de la fin du second semestre 2020. Voilà, donc on vous enverra évidemment directement dès sa publication la version PDF de la cartographie des tendances. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci Christine, merci Françoise, merci Cédric, merci François pour le coup de main sur les questions-réponses. Merci à toutes, à tous d'avoir assisté à cette version de reveal de la Carto 2020-2021 en visio. Voilà, on va peut-être se dire en mot de la fin que le collectif est ce qui nous a permis de tenir pendant la crise, que ça reste par l'hybridation et par l'impact que l'on souhaite avoir dans nos modèles d'innovation, la voie qui nous paraît, en tout cas le modèle d'innovation qui nous paraît le plus opérant et qu'on a vraiment hâte de pouvoir continuer à travailler avec vous au cours des mois à venir. Si on ne se recroise pas d'ici là, on vous souhaite un très très bel été et on se dit à très bientôt. Peut-être aussi signaler, soyez vigilants à l'apparition de notre tribune. Et oui. Vous trouverez bon nombre d'idées qu'on a débattues ici et signez-la. Voilà, soutenez-nous. Oui. Elle n'est pas encore publiée, mais elle le sera dans les jours qui viennent. On vous tiendra au courant également. Merci Christine, merci Cédric, merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.